Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela sur l'onglet Soutenez Storia Voce sur la page d'accueil de notre site. Alors, bienvenue dans ce grand entretien consacré aux maîtres de la manipulation. Commençons par une citation d'un des maîtres des relations publiques, Édouard Bernays. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent notre esprit, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. Cette situation est issue de Propaganda. Elle date de 1928. Elle peut faire froid dans le dos, elle est aussi à nuancer. Pour ce faire, je suis ravi d'accueillir David Collomb. David Collomb, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur à Sciences Po et vous enseignez sur la communication, notamment la communication persuasive. Oui. Vous avez donc écrit une série d'ouvrages sur le sujet. Le dernier, c'était Propagande, qui a reçu le prix Jacques Ellul en 2020. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse aux éditions Talandier. Et vous nous livrez ici une galerie de portraits des grands personnages des relations publiques, de la publicité et de la manipulation de masse. Alors, David Collomb, dans quel pays et pour quelle raison ce pays commence ce que vous appelez la révolution de l'art de la persuasion ? Cette révolution dans l'art de la persuasion se déroule aux États-Unis, car les États-Unis sont la plus grande démocratie à la fin du 19e siècle. Le droit de vote est accordé aux femmes en 1918. C'est en même temps un pays industrialisé qui connaît un développement très rapide de son marché intérieur et par conséquent de sa publicité et des besoins de persuasion de masse au moment où s'affirment les syndicats, où s'affirme la presse libre et indépendante et où par conséquent un certain nombre d'élites politiques et industrielles ou économiques sont tentés de recourir à de nouveaux moyens de persuasion pour conserver leur pouvoir. Vous commencez votre galerie de portraits alors en 1914 avec Ivy Lee, qu'on appelle aussi Poison Ivy. Pourriez-vous nous expliquer déjà sa stratégie? Le livre s'ouvre là-dessus, au profit de John Rockefeller, pour faire face à une crise de mineurs grévistes. Voilà. Quels sont les enjeux? Ivy Lee est l'un des premiers spécialistes des relations publiques. Il est à l'origine journaliste spécialisé dans la finance et un jour il a mis son talent au service des industriels et des financiers en leur proposant une nouvelle façon de communiquer à destination du public de façon transparente tout en recourant à des techniques d'influence ou de manipulation pour faire prévaloir leur point de vue. Et en l'occurrence, John D. Rockefeller était accusé d'être responsable du massacre de mineurs grévistes et de leurs familles dans le Colorado. Ivy Lee met en place une série de communiqués de presse, il en est l'inventeur, il met en place des relais d'opinion qui vont développer et diffuser le point de vue de son client, qui est en l'occurrence un point de vue mensonger qui consiste à stigmatiser les mineurs et leurs meneuses qualifiées de proxénètes et de prostituées. Je précise que cette meneuse, Mother Jones, est âgée de 82 ans. Toujours à propos de Ivy Lee, est-ce qu'on peut faire un petit détour sur l'influence d'un Français, Gustave Le Bon? Gustave Le Bon est l'auteur en 1895 de La psychologie des foules, un ouvrage dans lequel il décrit l'avènement des masses dans la vie politique et sociale et ses conséquences à la fois politiques et économiques. Elles sont perçues comme un danger
pour la stabilité des régimes politiques, à commencer par la France. Et ce livre a eu une influence considérable sur bien des hommes que j'évoque dans mon ouvrage, à commencer bien évidemment par Ivy Lee, mais plus tard, Adolf Hitler a repris des thèmes inspirés de la pensée de Gustave Le Bon. Autrement dit, face au règne des foules, Ivy Lee conçoit la fonction des relations publiques comme un outil d'apaisement social. Parfois également un outil de conservatisme au service des industries. Il est notamment le père du lobbying moderne. Une dernière question le concernant. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est la full disclosure, donc le fait de tout faire découvrir, si on veut le traduire peut-être de manière littérale. Voilà. Cela correspond à un élément de la communication de crise dont il est l'inventeur à l'occasion d'un accident de train aux États-Unis en 1906. Cela consiste à adopter une stratégie de communication reposant sur la réactivité immédiate, sur la full disclosure, c'est-à-dire sur la transparence et une promesse de transparence. Cela se traduit par exemple par la possibilité offerte aux journalistes d'accéder au lieu de l'accident. Et puis enfin, cela se traduit par une promesse d'engagement, l'engagement vis-à-vis des victimes et vis-à-vis des usagers du train, de faire en sorte qu'un tel accident ne se reproduise jamais. Ces principes auxquels s'ajoute le principe de l'empathie envers les victimes, sont des principes qui, aujourd'hui encore, président à la mise en place de stratégies de communication de crise. Je voulais parler donc de George Creel. Comment a-t-il vendu la guerre aux Américains ? C'est un cas de figure assez exceptionnel. Nous sommes en présence d'un pays, les États-Unis, qui entre en guerre alors même qu'ils se sont engagés depuis très longtemps dans un isolationnisme à l'égard de ce qui se passe en Europe. Le président Wilson avait été élu sur la promesse de ne pas engager de son pays dans la guerre. Or, il engage précisément les États-Unis dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Et il charge alors l'un de ses soutiens, qui est un ancien journaliste, qui est George Creel, de prendre la responsabilité de ce qu'il appelle le comité d'information publique, qui est en réalité pratiquement un ministère de la propagande, car George Creel dispose d'une autorité très forte, de par sa proximité avec le président des États-Unis, sur toutes les instances à la fois militaires et civiles. Il est en capacité de mener une campagne de propagande comme les États-Unis n'en ont jamais connu jusqu'alors et en ont rarement connu depuis, puisque cette campagne s'adressait à sa propre population, qu'il a eu recours à tous les moyens médiatiques et les meilleurs spécialistes pour persuader les Américains du bien fondé de la guerre. À ce propos, il est donc notamment à l'origine de I Want You for US Army. Donc c'est le grand classique et l'affiche très classique que l'on a tous vu déjà dans les médias. C'est une affiche qui est inspirée d'une affiche britannique et qui s'inscrit dans une production extrêmement riche puisque George Creel a recruté les meilleurs graphistes, les meilleurs illustrateurs des États-Unis, les meilleurs artistes également, de sorte que ce sont des avant-gardes artistiques, des avant-gardes journalistiques qui sont mises au service de cette propagande de guerre. Que sont les 4 Minute Men ? Les 4 Minute Men sont des notables qui sont recrutés sur la base du volontariat pour porter la bonne parole gouvernementale dans toutes les réunions publiques. On les appelle ainsi parce qu'ils s'exprimaient très souvent dans les cinémas où 4 minutes s'écoulaient pendant que l'on changeait les bobines des films. Et il s'agissait d'une organisation extraordinairement structurée et hiérarchisée qui était une forme de police de la pensée en démocratie, dans la mesure où il n'était pas simplement chargé de porter la bonne parole, mais aussi de s'assurer qu'une parole contraire ne circule pas dans l'espace public. Comment Albert Lasker, en 1920, s'y prend pour faire rejeter le traité de Versailles par le Congrès américain? Albert Lasker est un publicitaire de renom, républicain depuis sa plus tendre enfance, qui profite de l'interruption des activités de la commission Creel au lendemain du 11 novembre 1918. Il a les coups des franches et dispose de moyens importants qui lui sont confiés par le parti républicain pour mener une campagne qui repose sur une idée simple qui est de rejeter l'internationalisme, le wilsonisme et de retourner à l'isolationnisme. Il recourt à des techniques qui sont des techniques inspirées de la publicité scientifique dont il est un des pionniers, c'est-à-dire que le premier, il applique à grande échelle les principes tirés du marketing à la vie politique. Maintenant, avec quelle méthode
Édouard Bernays, ce qu'on a cité un peu plus haut, promeut-il l'industrie du tabac? Alors, je pense particulièrement aux cigarettes Lucky Strike. Avant de vous répondre, je vais brièvement le présenter. Édouard Bernays est 2 fois le neveu de Freud. Il l'est par sa mère qui est la sœur de Freud et il l'est par son père qui est le frère de Martha Bernays, l'épouse de Freud. Et il tire à la fois fierté et profit de cette proximité familiale avec le père de la psychanalyse, puisqu'il s'emploie à appliquer à la sphère de la publicité et des relations publiques un certain nombre de techniques inspirées précisément de la quête du subconscient ou de l'inconscient des individus. Et pour le tabac, au service du propriétaire de Lucky Strike, qui est George Washington Hill, le patron d'American Tobacco, il déploie ses talents pour entreprendre de persuader les femmes de fumer, avec un coup d'éclat, un coup de publicité organisé à l'occasion d'un défilé de Pâques sur la 5e avenue à New York, mais aussi par l'organisation d'un certain nombre de campagnes qui tentent à valoriser l'idée selon laquelle la cigarette serait bonne pour non seulement la ligne, non seulement la santé, mais accrochez-vous bien, la cigarette serait bonne pour la gorge. Je me souviens en tout cas de cette promotion des robes vertes, il me semble, qui est une opération tout à fait extraordinaire. C'est une opération extraordinaire. Il constate, grâce à des études qui sont menées, qui sont commandées par lui, que les Américaines rechignent à fumer des Lucky Strike au début des années 30, car la couleur verte du paquet correspond mal à la tenue que l'on porte en général à cette époque. Il demande à George Washington Hill s'il accepterait de changer la couleur du paquet, et le patron d'American Tobacco lui répond non, pas question de changer la couleur du paquet. Que reste-t-il à Bernays? Il reste à changer la couleur à la mode, et c'est la raison pour laquelle il organise un bal vert sous couvert de bal de charité. Il est l'inventeur de cette technique qui consiste à faire appel à des tiers parties a priori désintéressés pour organiser un événement en réalité organisé secrètement et financé par l'industrie, et il fait appel à un bureau de la mode qu'il invente de toutes pièces pour promouvoir l'idée véhiculée par les médias selon laquelle le vert serait la couleur désormais à la mode. Ces méthodes de manipulation sont-elles l'apanage des régimes démocratiques? Ces méthodes de manipulation ne sont pas l'apanage des régimes démocratiques. En revanche, elles en sont quelque part une spécificité, enfin non pas une spécificité, mais les régimes démocratiques en sont le foyer, car dans un régime démocratique, à la différence d'un régime autoritaire, vous ne pouvez pas agir sur les conduites des individus par la contrainte, par la terreur. Vous devez les persuader, les conduire à adopter d'eux-mêmes le comportement attendu qui vous semble le meilleur. Et c'est la raison pour laquelle des efforts considérables sont menés dans les régimes démocratiques et surtout aux États-Unis, première puissance économique du monde après la Première Guerre mondiale, pour percer les secrets à la fois de la consommation et aussi du vote, et des laboratoires s'emploient à faire cela. Une fois ces techniques déployées, il n'est pas rare que les régimes autoritaires s'en emparent. Adolf Hitler, dans Mein Kampf, décrit l'impression très forte que lui a faite ce qu'il appelle la propagande psychologique des Alliés. Il s'inspire des idées de Le Bon pour proposer à son tour un type de propagande qui en appelle aux pulsions collective, qui en appelle aux instincts de la foule. Et Joseph Goebbels, pour sa part, tout en mettant en œuvre cette stratégie définie par son maître, son chef, celui qu'il appelle mon chef, Joseph Goebbels est très fortement impressionné par la publicité américaine. Il s'en inspire pour ses propres campagnes politiques, tout comme il s'inspire et il instrumentalise il s'inspire des nouvelles technologies qu'il instrumentalise à des fins de propagande pour son régime une fois au pouvoir. Je songe en particulier au cinéma. Retournons aux États-Unis. Le fabricant automobile Chrysler rencontre des difficultés à vendre une voiture. Il fait appel à un expert, Ernest Dichter. Il me semble que c'est aussi un Autrichien. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment va s'y prendre cet Ernest Dichter, qui il est déjà, pour justement
parvenir à vendre cette voiture? Ernest Dichter est en effet autrichien. Il vivait en face de chez Sigmund Freud, mais dans une famille extrêmement pauvre. Il a fait des études de psychologie, une psychologie non freudienne, à l'université de Vienne. Il a appris en particulier le principe de l'observation systématique. Il a appris à mener des études qualitatives. Et lorsqu'il a émigré en France et puis aux États-Unis, il a mis ses connaissances au service de l'industrie. Et Chrysler a fait appel à une agence qui l'employait pour comprendre précisément les raisons de l'échec. Or, Dichter part à la recherche des mobiles inconscients des consommateurs. Il part à la recherche de la signification symbolique inconsciente de la voiture. Il constate que la voiture est une projection de la personnalité de l'acheteur et qu'il est nécessaire par conséquent d'en tenir compte. La première voiture a une place considérable dans les motivations d'achat de la deuxième voiture. Gare aux vendeurs qui se mettraient à critiquer la première voiture d'un acheteur, car à cette première voiture sont associés de très bons souvenirs, le plus souvent. Les hommes rêvent tous, en 1939, d'avoir une voiture décapotable, qui est un symbole de liberté, et peut-être aussi le symbole d'une maîtresse, tandis que les femmes les en empêchent, car elles tiennent le cordon de la bourse, raison pour laquelle ils suggèrent à Chrysler un compromis, le hardtop, ce toit escamotable, compromis entre la voiture familiale et la décapotable, qui conduit au succès que l'on connaît. C'est aussi le créateur de méthodes, d'études, et notamment des focus group. Alors, qu'est-ce qu'un focus group? Son idée est simple. Elle consiste à réunir un petit groupe de consommateurs dans une pièce où tantôt il est présent, tantôt il est absent et caché derrière une vitre sans teint, et à faire parler librement les consommateurs, le plus souvent je dois dire les consommatrices, du produit qui est testé, de leur mettre entre les mains différentes versions du produit pour écouter leurs réactions et faire des préconisations aux fabricants du produit en question. C'est dans l'un de ces focus group, par exemple, qu'il a inventé la poupée Barbie, en constatant que des petites filles, de façon fort étonnante, semblaient davantage attirées par des poupées longilignes à forte poitrine que par des poupées aux formes plus normales. Comment a-t-il fait émerger le concept aujourd'hui extrêmement connu d'obsolescence programmée? C'est une excellente question. Nous avons avec Dichter, un chantre de la consommation. D'abord parce que lui-même, dans sa jeunesse, avait connu la faim et trouvait une forme de réassurance dans les objets de consommation courante qu'il collectionnait, qu'il étudiait, qu'il scrutait au quotidien, et ensuite parce que ses clients ont vu en lui l'homme qui pourrait percer les secrets de la consommation de masse. Et il a par conséquent développé un certain nombre de techniques qui reposaient sur le principe d'hédonisme, prenait plaisir à consommer. Il a étendu ce principe hédoniste au fait de jeter, prenez plaisir à jeter, vous achèterez davantage. Il a également développé le thème du cycle de vie symbolique d'un produit pour que un produit, même en parfait état de marche, fut rejeté par ses consommateurs et qu'ils en consomment, qu'ils en achètent plus vite un nouveau. Je voudrais parler maintenant de David Ogilvy, incontournable. Qu'est-ce qui fait, alors on va le présenter rapidement, mais qu'est-ce qui fait le succès de la publicité très classique aujourd'hui qu'on appelle The Hathaway Man? J'essaie de le prononcer au mieux. L'homme Hathaway. David Ogilvy est un Écossais qui a débuté dans la vente directe. Il a été aussi cuisinier à Paris dans un grand restaurant. Il a rejoint la firme de publicité de son frère où il a démontré une rare capacité à s'intéresser au processus de vente directe. Il a émigré aux États-Unis où il a fait la découverte de la publicité scientifique que j'évoquais tout à l'heure autour d'Albert Lasker, et il en a fait le cœur de sa stratégie lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, il a créé sa propre société dont il était un des associés, mais la tête pensante et la tête dirigeante. Et ses principes étaient assez, assez simple, mais en même temps redoutablement efficace. Il consistait en l'application d'un verbe, tester. Il fallait, pour David Ogilvy,
tout tester. Tester bien sûr les produits, tester dans la publicité le titre, la taille des caractères, l'ordre des arguments, tester les photographies. Et pour cette petite firme qui fabriquait des chemises, il a eu recours à une nouvelle technique qu'il a appliquée à grande échelle, qui s'appelait la technique du story appeal, c'est-à-dire de l'accroche publicitaire par une histoire qui attire l'attention, qui sort de l'ordinaire. Un homme qui porte un bandeau sur l'œil, qui a l'air de venir d'Écosse, qui en tout cas est dans un environnement dans lequel il semble a priori étranger, et la photographie donne envie au lecteur d'aller plus loin et de lire le texte de la publicité. La publicité d'Ogilvy n'est pas en soi fondamentalement créative, mais elle est redoutablement efficace parce qu'elle repose sur les tests, sur la vente directe qui permet d'évaluer l'efficacité des campagnes. C'est un empire qu'Ogilvy crée avec ces nouvelles techniques. Alors, il a aussi défini quelques règles d'or de la publicité. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler quelques-unes ? Alors, je vais parler... parce que pour ne pas être trop long, je vais parler des règles qui s'appliquaient à lui-même. Il avait une première règle qui consistait à ne jamais faire la promotion d'un produit qu'il n'aimait pas. Il avait une deuxième règle qui consistait à utiliser les produits dont il prenait en charge le budget. Et donc, il roulait en Rolls, ne voyageait que dans les pays dont il était chargé de la promotion. Il avait d'autres principes, notamment cette phrase célèbre, si vous voulez des singes, payez-leur des cacahuètes. Sous-entendu, si vous voulez de bons publicitaires, payez-les bien. Et il a appliqué ces principes. Il a aussi été l'un des premiers publicitaires à promouvoir les femmes au sein de sa société. Elles étaient relativement peu nombreuses, mais plusieurs sont arrivées à des postes exécutifs sans pour autant jamais prétendre au titre de maître de la manipulation, car au sommet de la pyramide, il y avait toujours Ogilvy, l'inspirateur du personnage de Don Draper dans la série Mad Men avec son beau-frère Russell Reeves. Maintenant, parlons de Russell Reeves. Pourquoi dit-on qu'il vend un président des États-Unis comme on vend du dentifrice? Russell Reeves est un publicitaire américain qui a été le mentor d'Ogilvy, qui a inventé ce que l'on appelle l'USP, Unique Selling Proposition, la proposition unique de vente, qui consiste à attribuer à un produit une promesse unique qui est liée au produit ou que le produit s'approprie par rapport à la concurrence ou revendique par rapport à la concurrence. Il a appliqué cette méthode de façon systématique à des produits de consommation courante que son beau-frère David Ogilvy, puisqu'ils étaient beaux-frères, puisque son beau-frère Ogilvy n'aurait jamais accepté des publicités pour des laxatifs, par exemple. Il est l'inventeur des publicités télévisées au début des années 1950, au début de la télévision commerciale aux États-Unis, et il a immédiatement, en 1952, appliqué cette stratégie à la campagne d'Eisenhower, pour lequel il a réalisé plusieurs dizaines de clips de campagne qui s'inspiraient précisément de ces techniques, la principale étant la répétition du même slogan, en l'occurrence « I like Ike »,« j'aime Ike », sous-entendu, ce qui signifie « j'aime Eisenhower ». Et il y a une compétition avec son beau-frère. Il y a un épisode de Kit qui est amusant. Voilà, si vous pouvez nous en dire plus. Ils étaient dans une compétition permanente parce qu'ils étaient deux des publicitaires les plus en vue de Madison Avenue dans les années 1950. Leurs relations étaient des relations complexes, en particulier après le divorce de Russell Reeves qui les a quelque peu éloignés. Et donc, à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de se rencontrer publiquement, ils se mesuraient l'un à l'autre. Et le jour où Russell Reeves est arrivé à l'une de ces soirées bronzé, car il avait pris soin de passer 15 jours au soleil, il constate avec effroi que son ancien beau-frère est venu en kilt, ce qui l'a profondément choqué. Agacé. John Hill, qui a donc fondé Hill & Knowlton, parvient, alors on est en 1953, à instiller le doute au profit de l'industrie du tabac. Comment s'y prend-il pour faire penser que le tabac n'est pas dangereux pour la santé ?
John Hill est le fondateur d'une agence de relations publiques qui s'est d'emblée mise au service de l'industrie, d'abord à Chicago et puis ensuite dans une bonne partie des États-Unis. En 1953, les 10 principaux fabricants de tabac des États-Unis et du monde se réunissent pour envisager une riposte aux informations sur la dangerosité du tabac, informations qui ont conduit pour la première fois à une chute des ventes de cigarettes et à une baisse de la valeur boursière de ces compagnies. Il charge John Wiley Hill de coordonner cette riposte avec un budget absolument considérable, et la stratégie choisie par John Wiley Hill consiste à fabriquer de toutes pièces le doute, c'est-à-dire à insinuer le doute dans l'esprit des consommateurs de cigarettes quant à la dangerosité de ce produit. Il y parvient notamment en instrumentalisant la science, en fabriquant de la fausse science, en mettant en scène également des controverses. Il l'a fait avec tellement de talent, si j'ose dire, de brio en tout cas, oui, que ces techniques sont aujourd'hui encore utilisées par bon nombre d'industries, à commencer par les industries polluantes, qui travaillaient déjà, pour certaines d'entre elles, avec l'industrie du tabac à cette époque. Je pense à l'industrie pétrolière. Je fais un détour en France. On va parler de Marcel Blanchet, fondateur de Publicis. Alors, il a innové sur le marché de la radio. Et voilà, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette innovation pour la radio ? Il était alors Marcel Bleustein. Blanchet est son nom de guerre, et après-guerre, il s'appelle Marcel Bleustein Blanchet. Et lorsqu'il fonde Publicis, il en fait une agence de publicité qui propose des espaces de publicité à des radios. Et donc, il s'agit d'une régie de publicité. Et une fois qu'il a constitué son réseau de radio, il innove dans la création de nouvelles formes de publicité qui sont les clips radiophoniques, les messages radiophoniques avec des slogans, un meuble lévitant, c'est pour longtemps, par exemple. Et plus tard, il acquiert sa propre radio qui est directement inspirée du Radio City Hall de la radio RCA à New York, et il importe toutes les nouveautés américaines en matière de radio, par exemple le Radio Crochet, qui a vu débuter des talents tels que Édith Piaf. Il importe également l'information radiophonique en direct, en particulier au moment des événements de 1938 et 1939. Il fait de sa radio, qu'il appelle Radio Cité, un média incontournable en France avant la Première Guerre mondiale. À cette nuance près, bien évidemment, que les récepteurs ne sont pas encore extrêmement nombreux en France. On fait un bond dans le temps. Comment Karl Roves, qui mène la campagne de George W. Bush, parvient-il à utiliser alors une stratégie qui s'appelle le sifflet à chien, le dog whistle politics, pour discréditer notamment ses opposants? Karl Rove est un communicant politique hors pair, qui a construit sa carrière en même temps que celle de celui qu'il a choisi comme étendard, en quelque sorte, qui est George W. Bush. Et il a construit, pour une part, sa stratégie sur des levées de fonds considérables, en recourant à un marketing tout à fait moderne pour l'époque, et d'autre part, en recourant à ce type de tactique que vous évoquez, qui consiste à adresser une forme de message subliminal à un public ciblé que vous ne pouvez pas évoquer de façon ouverte parce qu'il n'est pas votre public majoritaire. Et pour donner un seul exemple, le public prioritaire de George W. Bush était le public protestant évangélique, et Karl Rove a glissé des petits signaux à destination du public catholique conservateur en glissant dans des discours de G.W. Bush des citations du pape Jean-Paul II. Est-ce que c'est une innovation, ce qu'il a pu faire en tant que tel ? Ce n'est pas une innovation en tant que telle. Ce qui est innovant, c'est l'échelle à laquelle il a mis en œuvre ses tactiques et ses stratégies. Et c'est la capacité dont il a bénéficié de
modifié en profondeur la manière dont on pratiquait la politique jusque-là. Il a ainsi systématisé un principe consistant à ne plus distinguer ce qui relève de la politique au sens des campagnes politiques et de la politique au sens des politiques publiques, en encourageant les donateurs, en particulier les industries, à verser beaucoup d'argent pour les clients républicains, en contrepartie de facto de politiques qui leur seront extrêmement favorables. Et à chaque fois qu'il mettait à l'ordre du jour des politiques favorables à ces industries, par exemple, il était assuré de voir l'argent couler à flot pour la prochaine élection. Et dans le même temps, il s'est employé à assécher les sources de revenus du Parti démocrate pour déséquilibrer très profondément le système politique aux États-Unis, ce qu'il a en partie réussi à faire. Nous avons vu les outils de la manipulation, répétition, étude, psychologie se perfectionner au fil du XXe siècle. Quelle est l'originalité de Facebook au regard de ces outils de persuasion ? Facebook est de loin le plus grand outil de manipulation de l'histoire, dans la mesure où il s'agit d'abord d'un outil qui touche des masses considérables, plus de 2,8 milliards d'utilisateurs quotidiens des applications de Facebook. Il s'agit ensuite d'un outil qui aujourd'hui cumule toutes les approches de la persuasion, l'approche scientifique par l'exploitation des données des utilisateurs, l'approche psychologique d'un Dichter par la capacité que la plateforme a d'identifier un certain nombre de traits de caractère et de personnalité, et enfin l'approche par l'exposition avec la possibilité offerte de toucher les individus à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit, ce qui était hors de portée des propagandistes du XXe siècle, y compris dans les régimes autoritaires et totalitaires. Depuis 2007, c'est-à-dire depuis que Facebook a mis en place le graphe social et a monétisé en quelque sorte les données de ses utilisateurs et introduit la publicité sur leurs murs, Facebook s'est mu en un outil au service de techniques de publicité ciblée de plus en plus efficaces, dont l'efficacité même était et continue d'être améliorée en permanence par le recours à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'apprentissage machine. Concernant Richard Thaler, une question très simple mais immense, c'est qu'est-ce que le nudge ? C'est une excellente question. Au sens littéral du terme, c'est le coup de coude que l'on donne à quelqu'un pour attirer son attention sur quelque chose, ou la petite pitchonnette qu'on lui donne dans le dos pour l'encourager à agir. Le principe est d'agir sur l'environnement, sur l'architecture du choix des individus pour les conduire d'eux-mêmes à faire le choix que l'on considère comme le bon. Richard Thaler est un économiste, mais qui a pendant des décennies côtoyé des psychologues, appris d'eux un grand nombre de choses qui lui ont permis de comprendre ce qu'il considérait comme des anomalies du comportement des consommateurs par rapport à la théorie classique. Et son intention était en quelque sorte de rétablir l'ordre des choses en déterminant des moyens de retrouver un agent rationnel. Et pour donner un exemple concret, il donne au début de son livre Nudge, coécrit avec Cass Sunstein, son exemple préféré qui est celui de l'urinoir, enfin des urinoirs de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, où une mouche a été dessinée bien au milieu, à proximité du siphon, pour encourager par eux-mêmes les hommes qui en font usage à ne pas générer d'éclaboussures, provoquer d'éclaboussures. Et on a constaté une diminution très forte des coûts liés au nettoyage de ces toilettes de l'aéroport. Pour Donald Trump, il y a une nouvelle méthode qui a été utilisée pour assurer sa victoire. Je parle de Cambridge Analytica. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu ce qui s'est passé et les outils utilisés ? Alors, il s'agit en l'occurrence d'une société qui a pour père fondateur, si j'ose dire, Steve Bannon, qui vient du monde du jeu vidéo, qui vient également du monde de la production audiovisuelle à Hollywood et qui, depuis 2010, œuvre au service de ce qu'il appelle la droite alternative aux États-Unis, qui voit effectivement dans Donald Trump un champion de sa cause et un champion du chaos politique qu'il aspire de ses voeux.
Il met en contact un industriel très riche, Robert Mercer, avec une petite société qui s'appelle SCL, qui propose ses services aux agences de renseignement occidentales pour recourir au numérique et déstabiliser des pays, notamment des pays africains. Et ce qui est mis au point, c'est un outil qui est directement inspiré de ce qui se fait à Facebook, c'est-à-dire un outil qui repose sur l'identification des caractéristiques psychologiques des individus et le ciblage des individus les plus fragiles pour les engager le plus souvent dans une action en faveur de Donald Trump et d'autres individus qui sont ciblés, eux, pour être dissuadés de s'engager et en l'occurrence dissuadés d'aller voter. Et comment le sont-ils? Ils le sont par précisément le recours à toutes ces technologies publicitaires qui sont proposées par les grandes plateformes et qui mettent, compte tenu du budget dont on parle, 100 millions de dollars, des salariés à disposition de l'équipe de Cambridge Analytica pour expliquer à cette équipe comment en faire le meilleur usage afin de cibler psychologiquement les individus. De mon point de vue, c'est une révolution dans l'art de la persuasion. La segmentation a toujours existé dans le domaine de la publicité, mais c'était une segmentation géographique, une segmentation par catégorie socio-professionnelle, par niveau de salaire, niveau d'éducation. Là, on est entré dans un nouveau monde qui est celui de la détermination des caractères psychologiques des individus et d'une segmentation qui repose précisément sur l'exploitation de ces caractères et qui cible en particulier les individus que l'on considère comme persuadables, c'est-à-dire ceux dont on peut effectivement changer la conduite, c'est-à-dire l'attitude ou le cas échéant le comportement. Ou le vote. Et en l'occurrence, bien souvent le vote. Quel est le rôle des femmes dans ce milieu ? Dans les 20 portraits que je présente dans ce livre, il n'y a aucune femme. J'ai retenu 3 critères pour le choix de ce corpus: la volonté de manipuler les masses, la capacité de le faire à grande échelle et puis les effets produits. Et en l'occurrence, force est de constater que je n'ai pas trouvé de femme qui ait été en capacité de le faire. Parce que les univers dont nous parlons sont des univers extrêmement masculins. La Cambridge Analytica est dirigée par un homme et Facebook et l'ensemble des grandes entreprises de la technologie sont dirigées par des hommes. La publicité a très longtemps été le fait d'hommes, en particulier dans les grandes agences que j'ai mentionnées. Le monde de la communication politique était un monde extrêmement masculin. J'avais envisagé un temps de retenir Leni Riefenstahl, qui est une des rares femmes à s'être imposée dans des milieux extrêmement masculins, le milieu du cinéma d'abord, le milieu du nazisme ensuite, mais force est de constater qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de manipuler, elle avait davantage l'intention de séduire Hitler et de réaliser ce qu'elle considérait comme une œuvre. Et ensuite, les effets produits ne sont pas à la hauteur des effets produits par les 20 personnages que je cite et que je traite dans ce livre. Et en définitive, le gouvernement invisible qui a été évoqué en introduction dans la citation de Bernays, existe-t-il ? Bernays, dans son livre Propaganda, décrit moins un phénomène qu'il ne cherche à promouvoir sa propre activité. Il faut voir ce livre comme une gigantesque carte de visite pour Édouard Bernays, où il décline tous les domaines dans lesquels il peut exercer son activité, et il se prétend beaucoup plus influent et beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité. L'idée d'un gouvernement invisible, de ces maîtres de la persuasion ou de la manipulation, n'est pas confortée. Dans les faits, je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer cette idée. Les tentatives de constituer des associations ont échoué. Il y a beaucoup trop de rivalité entre ces hommes. Une rivalité énorme, par exemple, entre Bernays et John Hill. Il y a une tentation des uns et des autres de se concurrencer ou de se plagier parfois. Il n'y a pas, même quand ils travaillent pour le même client, d'entente entre eux. Ils travaillent chacun de leur côté, jaloux de leur propre succès et de leur propre technique. S'il y a, par conséquent, s'il y a complot, il y a parfois complot, comme le complot des industriels du tabac, il est à chercher chez les commanditaires de ces maîtres de la manipulation. Car, dans le fond, la manipulation, comme la persuasion plus largement, est un outil. On peut y recourir pour faire le bien, comme on peut y recourir pour faire le mal.
Vous évoquez aussi une victoire de la psychologie sur la rhétorique. Peut-on parler d'une forme de victoire des sophistes sur Socrate ? On peut en effet parler d'une victoire des sophistes sur Socrate dans la mesure où la parole est mise au service de la manipulation subliminale des individus par le recours à des techniques qui contournent leurs barrières cognitives, leurs barrières réflexives et contournent leur éducation. Il s'agit le plus souvent de faire primer le pathos sur le logos. Et ces outils sont d'autant plus redoutables qu'ils sont aujourd'hui furtifs ou invisibles. Il était assez facile, à l'époque d'Athènes, de percevoir la tentative d'un sophiste de vous persuader de quelque chose. Il est beaucoup plus délicat aujourd'hui d'identifier les techniques de micro-ciblage qui, sur les réseaux sociaux, au quotidien, cherchent à influencer nos comportements à notre insu. Une dernière question. Hannah Arendt dit « Ce qu'il y a de fâcheux dans les théories modernes du comportement, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles peuvent devenir vraies. Comment préserver les fondements de la démocratie, que sont le libre arbitre et la liberté de conscience, face à la puissance des outils de manipulation de masse que nous connaissons aujourd'hui ?» C'est une excellente question. Je crois que la réponse se situe à l'échelle internationale. Et pour nous, Français, elle se situe à l'échelle de l'Union européenne. La Commission européenne, le 21 avril dernier, a dévoilé son projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, dans lequel est prévue l'interdiction pure et simple de tous les outils de manipulation qui reposent notamment sur des techniques furtives, que la Commission appelle subliminales, sur la qualification des individus en fonction de leur psychologie. C'est une grande bataille qui s'ouvre à Bruxelles. C'est, je crois, l'avenir de pas mal de démocraties qui est en jeu. Ce type d'initiative devrait être fortement soutenu par les citoyens et par nos dirigeants. Eh bien, merci beaucoup, David Colomb, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris et que vous venez de publier Les Maîtres de la Manipulation, un siècle de persuasion de masse aux éditions Taillandier. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.